Nous sommes au milieu du XVIe siècle, dans le bassin méditerranéen. Les deux religions les plus puissantes du monde se disputent la domination de l'Europe. En 1565, l'une des plus petites îles de la Méditerranée a été au cœur d'un choc de civilisation. Européens, Asiatiques et Africains s'y sont affrontés au nom des deux religions les plus importantes de la région, le christianisme et l'islam. Deux armées se battent pour leur cause, chacune au nom de son dieu. D'un côté, les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean, issus d'un ordre militaire chrétien relativement petit, mais très influent. De l'autre, les janissaires, les terrifiants soldats d'élite du sultan ottoman. Les janissaires avaient une vision exaltée de leur mission. Ils étaient des soldats de Dieu, des guerriers combattant pour le sultan et pour Allah. Tous les ordres militaires avaient une réputation de cruauté envers les non-chrétiens. L'histoire du siège de Malte est racontée à travers les yeux du jeune Hassan, un enfant chrétien recruté de force dans sa Grèce natale et élevé par des paysans turcs, puis converti à l'islam et formé au métier de janissaire. Son ennemi juré s'appelle Raymond. C'est un jeune Français issu de la noblesse et envoyé par ses parents au couvent de l'ordre de Saint-Jean afin de devenir un prestigieux chevalier. Les deux rivaux vont bientôt se retrouver à Malte, bien décidés à défendre chacun sa religion. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman règne sur les 2/3 de la Méditerranée, les terres riveraines de la mer Noire, la majeure partie des Balkans et du Proche-Orient. Il veut atteindre le cœur de l'Europe chrétienne. À cette époque-là, la mer Méditerranée était disputée par les Ottomans et le Saint-Empire romain. Et en plein milieu, il y avait l'ordre de Saint-Jean. Plus grande puissance d'Europe occidentale, le Saint-Empire romain est alors dirigé par le roi d'Espagne, Charles Quint. C'est lui qui offre l'île de Malte aux Hospitaliers afin qu'ils y établissent leur nouvelle base navale. Le chevalier Raymond s'est fait capturer par les Turcs. Devenu esclave sur une galère, il est condamné à ramer sans relâche. Lui et les autres prisonniers sont régulièrement fouettés jusqu'au sang et n'ont droit en guise de nourriture qu'à du pain sec et des haricots. Les Hospitaliers connaissaient le risque d'être réduits en esclavage. Ils priaient Dieu de les libérer s'ils étaient capturés. Plusieurs grands maîtres et certains des chevaliers les plus prestigieux de l'ordre ont ainsi été esclaves de l'Empire ottoman. À 25 ans, après de nombreuses années de formation et de combat, Hassan est nommé officier janissaire. Son mentor et père spirituel est un maître soufi qui l'initie dans l'ordre des Bektashi. Aujourd'hui, dans la Turquie moderne, il subsiste très peu de temples de cet ordre religieux. Si les janissaires ont privilégié le bektachisme, c'est sans doute en partie à cause de leurs origines chrétiennes. Les bektachis avaient la réputation d'être plus tolérants. Et donc, il était plus facile pour les chrétiens nouvellement convertis à l'islam d'adopter leurs rites et leurs croyances. Après des années de négociations avec les Ottomans, la riche veuve Maria parvient enfin à racheter la liberté de Raymond.
En général, c'était l'ordre de Saint Jean lui-même qui payait. Ceux qui parvenaient à s'en sortir et retourner en chrétienté n'avaient plus qu'une idée en tête, se venger. Alors ils reprenaient la mer pour aller réduire à leur tour des musulmans en esclavage. Un jour, Maria reçoit chez elle un marchand d'Alger. Raymond en veut à Maria de faire affaire avec un musulman. Celui-ci bénéficie d'une dérogation pour voyager. Nous avons des sauf-conduits délivrés par les deux grandes puissances. Les documents délivrés par les musulmans, par exemple, permettaient aux marins chrétiens ou juifs de circuler en territoire ennemi. En contrepartie, il devait y avoir un échange de captifs. Le marchand algérois offre une généreuse rançon pour racheter un gouverneur ottoman capturé par l'un des navires de Maria. Voilà un sauf-conduit destiné à un voyageur chrétien. Parmi les détails importants, on note ce grand chiffre et monogramme du sultan ottoman. Ici sont représentés les 3 continents sur lesquels il possédait des territoires: l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et là, ce grand S symbolise le vent qui souffle toujours d'est en ouest pour permettre à la marine ottomane d'affronter les infidèles. Maria envisage un partenariat commercial. Elle souhaite ouvrir une taverne dans le port de Birgo. Que faites-vous donc? Lors de mes recherches, je suis tombée sur un contrat intéressant concernant le rachat d'un prisonnier musulman. Celui-ci s'engageait à payer la somme nécessaire à sa libération. Et pour y arriver, il acceptait de tenir une taverne appartenant à son maître et d'en partager les bénéfices avec lui. Bien sûr, c'était une guerre sainte pour les deux camps, mais le commerce devait tout de même prospérer. Le palais du Grand Maître, à Malte, est l'un des édifices les plus somptueux de l'ordre de Saint-Jean. La place Saint-Georges, située devant le palais, était un grand marché aux esclaves. Ceux-ci étaient essentiels à l'économie et à la société maltaise. Ils étaient utilisés dans les maisons, sur les galères, dans les ports, en gros pour toutes les tâches ingrates. En 1565, l'une des plus grandes flottes de l'histoire de la Méditerranée se forme à Constantinople. Cela fait déjà longtemps que Soliman le Magnifique rêve de mettre un terme aux raids à répétition des hospitaliers. Le jour où ces derniers capturent plusieurs de ses gouverneurs ainsi que sa nourrice centenaire, le sultan décide de frapper un grand coup. Soliman était furieux de la façon dont les chevaliers de l'ordre traitaient ses sujets. À Rhodes, il leur avait concédé une capitulation avec les honneurs militaires, à condition qu'ils promettent de ne plus jamais attaquer ses navires. Mais ils n'ont pas tenu parole. Et en 1565, le sultan en a eu assez et a décidé de ne plus leur faire de cadeaux. À peu de distance du palais de Topkapi, une expédition de plus de 200 navires se prépare avec soldats, chevaux et artillerie. Objectif, anéantir les hospitaliers de Saint-Jean. Il faut bien comprendre que les souverains orientaux et les musulmans en général se souvenaient de l'époque des croisades. Ce n'était pas si vieux après tout.
Et ce que craignait par-dessus tout le sultan ottoman, c'est que Malte serve de base militaire aux chrétiens pour lancer de nouvelles croisades. Les Ottomans entament une traversée qui va durer 50 jours. Sur le chemin, ils s'approvisionnent en poudre, en boulets de canon, en vivres et en soldats venus de tout leur empire. C'est une opération de grande envergure, mais les Ottomans ont d'excellents intendants. Soliman le Magnifique a remué ciel et terre pour pouvoir mettre ça en place. Son empire était gigantesque et il a dû recruter des hommes aux quatre coins de cet immense territoire pour réussir à en rassembler 30 000. Sans compter qu'il fallait les nourrir et aussi se procurer de la poudre, du bronze pour les canons. C'était un véritable cauchemar logistique. Mais la conquête de Malte était primordiale. Pendant la traversée, le commandant Mustapha Pacha rappelle à ses officiers le mot d'ordre du sultan. Pas de pitié pour l'ennemi. La bataille promettait d'être rude. D'un côté comme de l'autre, les combattants seraient impitoyables. Le moment est venu pour Raymond d'affronter à nouveau ses ennemis. Grâce à ses espions à Constantinople, l'ordre de Saint-Jean était au courant de l'attaque. Partout en Europe, les chevaliers ont reçu une missive du grand maître qui disait « Venez vite au secours du couvent. Nous avons besoin de tous les renforts possibles à Malte. » Aussitôt, des mercenaires et des aventuriers ont afflué de tout le continent, prêts à en découdre. Et les troupes d'élite de l'infanterie espagnole, qu'on appelait le tercio, sont venues elles aussi grossir les rangs de cette armée. Le grand maître Jean de La Valette utilise le vaste réseau de l'ordre de Saint-Jean pour solliciter toute l'aide possible. Bien sûr, les chevaliers professes ne passaient pas leur vie sur les champs de bataille. Il leur arrivait aussi de rentrer dans leur commanderie. Mais si jamais le palais du grand maître se faisait attaquer, ils devaient toujours se tenir prêts à intervenir. Au cours des 268 années où l'ordre a siégé à Malte, l'alarme a été donnée 4 ou 5 fois. Et à moins d'être malades, les chevaliers ont dû aussitôt venir à la rescousse. Du nord de l'Europe jusqu'aux rives de la Méditerranée, les commanderies de l'ordre s'empressent d'envoyer de l'argent, des soldats et des armes. Suite à l'appel de Jean de La Valette, les chevaliers se regroupent en Sicile. À peine la flotte turque apparaît-elle au large de Malte que la milice de Raymond est mobilisée. Les chevaliers de Saint-Jean avaient créé une milice à Malte en instaurant un service militaire obligatoire pour tous les hommes à partir de 16 ans. Du jour au lendemain, cette milice s'est donc retrouvée en charge de protéger l'île comme une armée régulière. Alors, tous les dimanches, après la messe, les hommes allaient s'entraîner à manier l'arquebuse, l'épée et le bouclier. Raymond ordonne à ses hommes d'incendier leurs champs et leurs villages. Le grand maître a ordonné que le blé soit moissonné dès le mois de mai et entreposé à Birgou, et que les femmes, les vieillards et les infirmes soient mis à l'abri en Sicile.
Tandis que de nombreuses femmes fuient Malte avec leurs enfants, Maria tient à rester auprès de Raymond. Le commandant Mustapha Pacha entre dans une colère noire lorsqu'il découvre cette politique de la terre brûlée. L'arrivée de la flotte ottomane a été immortalisée sur les murs du palais du Grand Maître. Pour concevoir cette fresque monumentale, le peintre Matteo de Lecce s'est entretenu avec de nombreux vétérans de l'armée ayant connu le grand siège de Malte. Les Ottomans accostent dans le village de Marsaxlok, puis se positionnent autour des fortifications du Grand Port. En contemplant le paysage aride et calciné, Hassan espère que la victoire sera rapide. Car ses hommes sont dépendants des ressources de l'île et celles-ci sont désormais limitées. Normalement, dans ce genre de situation, ce sont les assiégés qu'on laisse mourir de faim et les assiégeants qui prennent possession des campagnes alentours et ont accès à la nourriture. Mais pas dans le cas du siège de Malte. En effet, l'armée ottomane dépendait elle aussi des vivres apportés par les navires. Chacune des deux armées était donc susceptible de vaincre l'autre en l'affamant. Hassan découvre que l'eau potable a été empoisonnée avec des cadavres d'animaux. Cette tactique a beau être courante à l'époque, c'est un coup dur pour lui et ses soldats. Hassan a réussi à recruter quelques déserteurs chrétiens pour renforcer ses effectifs. Mais il reste très peu de civils maltais pour creuser les tranchées ou se battre aux côtés des Ottomans. Quant aux hospitaliers, ils sont retranchés derrière leurs fortifications. Le grand maître Jean de la Valette était un guerrier, un meneur d'hommes prêt à se battre jusqu'au bout. La veille de la bataille, il tient à motiver ses hommes encore une fois. Combattiamo per la santa cristianità, per il nostro padrone, San Giovanni. Siete tutti i soldati di Dio. De la Valette était quelqu'un d'autoritaire, et on sait qu'il n'aimait pas trop les Maltais. Un Maltais qui avait osé critiquer l'ordre et réclamer plus de droits a eu la tête tranchée, puis exposée au bout d'une pique au Fort Saint-Ange, sur ordre du grand maître. De la Valette devait asseoir sa position de chef pour être sûr que ses ordres soient bien suivis. Exalté par le discours de son grand maître, Raymond se porte volontaire pour défendre le fort Saint-Elme. Bâti par les Hospitaliers, le fort Saint-Elme surplombe l'entrée du Grand Port, ce qui en fait un lieu stratégique pour garder le contrôle de l'île. Les chevaliers et les soldats de la milice maltaise qui se sont portés volontaires pour aller combattre à Saint-Elme étaient les plus courageux et les plus déterminés. Ils savaient parfaitement qu'il n'y avait que deux issues pour eux: mourir au nom de leur foi ou survivre et devenir des héros.
Raymond fait ses adieux à Maria. Il est profondément touché qu'elle ait choisi de rester à ses côtés jusqu'au bout. Mais les deux amants ne savent pas s'ils se reverront un jour. Avant de partir, il lui offre du poison, si elle venait à être capturée et réduite en esclavage. Le grand port est à présent tenu par 500 chevaliers de Saint-Jean, 1800 soldats espagnols et italiens et 3000 miliciens maltais. Face à eux se trouvent pas moins de 30 000 Ottomans, dont 6 000 redoutables janissaires. Quant au fort Saint-Elme, il n'est occupé que par 140 chevaliers et 700 soldats espagnols et maltais. Pour protéger le grand port, les chevaliers avaient plusieurs atouts dans leurs manches. Les fortifications, une excellente artillerie, mais aussi une énorme chaîne qui bloquait l'accès au port. Le métal nécessaire à sa fabrication était importé de différents endroits, tels que Venise. Et il fallait une main-d'œuvre considérable pour la mettre en place ou pour la retirer. Hassan décide de lancer une attaque pour faire diversion et permettre à ses troupes de creuser des tranchées et d'installer leurs pièces d'artillerie. Mais même après plusieurs jours de combats acharnés, Raymond et ses hommes sont toujours à leur poste. Tenir un fort qui est cerné par des tireurs d'élite, c'est aussi une épreuve psychologique. On vit constamment dans la peur de se faire tirer dessus. Les défenseurs sont parfois obligés de passer la tête au-dessus du rempart pour voir d'où vient l'ennemi, et s'il n'est pas en train de creuser des mines ou de déposer des explosifs qui risquent de détruire les fortifications. Raymond est de plus en plus désespéré par le manque d'expérience de ses soldats. Les janissaires possédaient les armes les plus modernes du monde. On sait par exemple qu'ils ont été parmi les premiers à utiliser des mousquets lors de leur conquête. Les armées ottomanes disposaient du meilleur matériel de l'époque. Pour la précision des tirs à longue distance, il n'y avait pas mieux que leurs arquebuses. Raymond est bien décidé à prendre sa revanche. Accompagné de ses hommes, il profite de la brume matinale pour attaquer les tireurs d'Hassan. Mais les janissaires tiennent solidement leur position. Les deux ennemis jurés s'affrontent pour la seconde fois. Les chrétiens battent en retraite. La foi jouait un très grand rôle dans la motivation des Maltais. Ils se considéraient depuis longtemps comme l'ultime rempart contre les musulmans d'Afrique du Nord. Ils craignaient également que leurs proches ne se fassent capturer par les Ottomans et ne deviennent leurs esclaves. Ça,
ça leur faisait très peur. Une fois positionnés, les canons ottomans bombardent le fort Saint-Elme jour et nuit. Petit à petit, les murs d'enceinte sont fragilisés. Les défenseurs de Saint-Elme savaient que le combat serait sans merci. Ils se faisaient bombarder, tirer dessus. Leurs bastions subissaient l'assaut ininterrompu des lourds boulets de canons ottomans qui étaient en marbre. Mais les chevaliers de Saint-Jean et les Maltais étaient sûrs d'une chose. Tenir ce fort leur permettait de gagner du temps. Petit, mais d'une grande importance stratégique, Saint-Elme se situe en face de Saint-Ange, le quartier général des Hospitaliers, et permet de protéger les ports de Birgou et Sengléa. Hassan remarque une activité suspecte sur la plage qui borde le fort. L'artillerie des Ottomans empêche les chrétiens d'approvisionner le fort par bateau. Mais quelques nageurs maltais s'efforcent de maintenir une chaîne de ravitaillement et de communication avec le grand maître. Hassan donne l'ordre de les attaquer. Certains Maltais en avaient assez que les chevaliers les regardent toujours de haut et les fassent marcher à la baguette. Un jour, l'un d'eux est allé au pied du fort pour crier à ses compatriotes à l'intérieur « Laissez tomber les chevaliers, ils vous traitent mal. Moi, je mange tous les raisins de vos vignes à Marsa. » Depuis les remparts, un certain Paolo Micio, également maltais, lui a répondu « Tu le paieras de ton sang. » Le premier est devenu foudrage. « Je te retrouverai, sale chien. Une fois à Sengléa, je vous tuerai tous. » Et Micio de rétorquer « Parfait. Moi, tu me trouveras au cœur de la bataille, l'épée et le bouclier brandis pour défendre mon pays, ma religion et mon ordre. » Un messager apporte à Maria de bien mauvaises nouvelles. Saint-Elme ne peut plus se faire ravitailler. Elle s'inquiète pour Raymond. Elle songe à avaler le poison qu'il lui a procuré, car l'idée de vivre sans l'homme qu'elle aime lui est insupportable. Mais finalement, elle le donne à son chien. En effet, afin d'économiser les vivres qui s'amenuisent, Jean de La Valette a ordonné de tuer tous les animaux domestiques. Pendant ce temps, le grand maître continue d'écrire aux différents souverains d'Europe pour solliciter leur aide. L'ordre bénéficiait d'un très bon réseau au sein des États européens. Il disposait dans chaque capitale d'un chargé d'affaires, une sorte d'ambassadeur qui avait pour mission de défendre ses intérêts et de s'assurer que les relations entre les États et l'ordre restent harmonieuses. Dès leur arrivée à Malte, les Hospitaliers ont établi leur quartier général dans le fort Saint-Ange. L'actuel ordre de Malte, qui perpétue les traditions des Hospitaliers, n'a plus son siège sur l'île, mais à Rome. Reconnu comme État souverain, il délivre son propre passeport diplomatique. Il possède des ambassades dans le monde entier, ainsi qu'un siège au sein de certaines organisations des Nations Unies, telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique basée à Vienne. Ordre hospitalier,
Il est mis au service des pauvres et des malades. À sa création au XIIe siècle, l'ordre était issu d'une communauté de moines hospitaliers. Le principal saint patron de l'ordre est Jean le Baptiste. Ceci est en lien avec sa vocation, à savoir l'assistance aux plus faibles, aux pauvres, aux malades et aux pèlerins. L'hôpital Sacra Infermeria de La Valette a été bâti au XVIe siècle par les chevaliers. Toute personne avait le droit de s'y faire soigner gratuitement, qu'elle fût monarque ou esclave. De nos jours, l'ordre est toujours très actif dans le domaine de l'humanitaire. Il gère des hôpitaux, des maisons de retraite, des services d'urgence, etc. Dans les territoires palestiniens, par exemple, il incarne encore le visage de l'Europe. Cela fait 3 semaines à présent que le fort Saint-Elme se fait pilonner sans répit. Les solides remparts commencent à céder. Parmi les assiégés, c'est l'hécatombe. Les morts et les blessés se multiplient. Pour Raymond, la mort de Joan est un nouveau coup dur. La situation semble plus que jamais désespérée. Face à ces combats qui n'en finissent pas, Jean de La Valette décide d'utiliser Saint-Elme pour épuiser les forces de ses assaillants. Le grand maître savait parfaitement comment gagner du temps. Il ne connaissait pas personnellement son adversaire, Mustapha Pacha, mais il savait que les Ottomans commettaient des erreurs. Et la plus grave a sans doute été de ne pas prendre l'ancienne capitale, Mdina. La ville fortifiée, en plein cœur de l'île, se situe tout près de la ligne de ravitaillement des Ottomans. À la faveur de l'obscurité, les troupes chrétiennes de Mdina se faufilent dans le camp ennemi. Le moral des Ottomans était au plus bas. Ils étaient loin de chez eux, ils mouraient de chaud. Pour un historien du XXIe siècle, les atrocités commises lors de ce siège sont épouvantables. Les hospitaliers ont été mutilés et jetés à la mer de façon à ce que leurs corps dérivent vers Birgou et Senglea. Mustapha Pacha espère ainsi briser le moral des chrétiens qui continuent de résister dans les autres forteresses. De l'autre côté de la baie, Maria entend soudain une clameur. Parmi les corps flottants vers le rivage, elle reconnaît celui de Raymond. En voyant les cadavres de leurs camarades dans les eaux de Birgou, les chevaliers ont décidé d'exécuter leurs prisonniers ottomans et de les jeter à leur tour à la mer en représailles. Après la conquête de Saint-Elme, Mustapha Pacha lance la phase finale de l'opération,
la destruction de toutes les fortifications chrétiennes. La joie et la camaraderie ne sont plus que de lointains souvenirs. Désormais, tout n'est que tristesse et solitude. Au bout du compte, la prise du Fort Saint-Elme a coûté très cher à Mustapha Pacha. Il a perdu pas moins de 8000 hommes dans la bataille et les soldats survivants sont épuisés. L'affrontement final pourrait bien prendre une tournure inattendue. Le 7 septembre 1565, de nouvelles troupes chrétiennes débarquent à Mélia. Démoralisés et craignant l'arrivée d'autres régiments ennemis, les Ottomans battent aussitôt en retraite. Ce n'était pas un siège terrestre, mais naval. Si les Ottomans avaient imposé un blocus maritime à Malte, les chevaliers n'auraient pu recevoir ni provisions ni renforts et auraient été contraints de se rendre. Mais les Ottomans ne l'ont pas fait et la victoire leur a échappé. Avant le siège, de la Valette avait cherché une aide extérieure, mais n'avait trouvé que des portes closes. Autrement dit, les chevaliers de Saint-Jean ont été les seuls artisans de cette victoire. C'est pour ça qu'ils sont devenus instantanément les héros de la chrétienté. Si l'Empire ottoman avait gagné la bataille à Malte, l'Europe se serait retrouvée menacée d'invasion par l'Italie. La Sicile serait tombée, puis Rome. L'Empire romain islamique dont rêvait Soliman le Magnifique serait devenu réalité. Les royaumes européens prennent conscience qu'ils doivent mettre leurs différends de côté et s'allier pour contrer la menace orientale. De fait, en 1571, les flottes chrétiennes mettront fin ensemble à l'expansionnisme ottoman en remportant la grande bataille de Lépante. Mais dès l'issue victorieuse du siège de Malte, les cours d'Europe s'unissent pour financer les fortifications de l'île. Une nouvelle capitale est même créée, La Valette, dont le nom rend hommage au grand maître de l'ordre de Saint-Jean. Aujourd'hui encore, on y sent l'influence des Hospitaliers. Quand on marche dans la rue, presque tous les beaux bâtiments qu'on peut voir sont issus de l'héritage qu'ils nous ont laissé. À Malte, l'ordre de Saint-Jean fait partie intégrante de notre identité. Contrairement aux autres colonisateurs, les chevaliers ont fait de l'île leur patrie. Et c'est ça qui fait la différence. Ils s'y sont investis. C'est fascinant la destinée d'un petit garçon grec qui priait Dieu dans l'église de son village et qui s'est transformé en l'espace de 10 ans en véritable guerrier qui tue au nom d'Allah et de son sultan. Et s'il le fait, ce n'est pas par obligation, mais parce qu'il croit réellement en ses idées chevaleresques et religieuses. Le siège de Malte est un moment charnière de l'histoire méditerranéenne. C'est un mélange de fanatisme, de religion, de haine et d'appât du gain. À l'âge de 35 ans, Hassan retourne dans son village natal, en Grèce. Il appartient désormais à l'ordre des Bektashi. Son rôle est d'accompagner le recrutement des soldats de la prochaine génération.
Comme lui, ces jeunes garçons devront un jour combattre pour leur nouveau dieu et leur sultan.